Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition du Grand Journal sur Ivoire TV. Voici les titres de ce journal. Vendredi noir en Côte d'Ivoire, hier un autobus de la Sotra s'est renversé dans la lagune à Abidjan. Bilan partiel 35 morts, nous y revenons en début de journal. Hors de nos frontières, la région de Logonéland dans le delta du Niger au Nigeria est menacée d'une catastrophe naturelle irréversible selon un rapport de l'ONU. 25 à 30 ans, c'est l'estimation faite par les experts onusiens pour dépolluer cette région victime des fuites de pétrole. Enfin, nouvelle manifestation en Syrie contre le pouvoir de Bachar el-Assad. Hier, à l'occasion du premier vendredi du mois de Ramadan, les opposants syriens sont descendus nombreux dans certaines villes du pays pour exiger une fois de plus le départ du chef de l'État. Hier, le vendredi 5 août, la Côte d'Ivoire a été endeuillée par un accident de la circulation qui a coûté la vie à au moins 35 personnes, selon un bilan provisoire. Un autobus de la Société des Transports abidjanais s'est renversé tôt dans la matinée dans la lagune Ébrié, au niveau du pont Félix Houphouët-Boigny, avec à son bord une centaine de passagers. Mais la question que l'on se pose au lendemain de cette tragédie, c'est de savoir si ce fait douloureux est surprenant ou qu'y a-t-il à faire pour éviter aux Ivoiriens un autre drame de ce genre. On écoute l'analyse de la rédaction. 35 morts. C'est le bilan provisoire de l'accident qui a endeuillé la Côte d'Ivoire ce vendredi 5 août au matin, alors qu'un autobus de la Société des Transports abidjanais a déraillé du pont Houphouët-Boigny pour se retrouver dans la lagune Ébrié. Ce drame, s'il éveille soudainement un pathétique sentiment de solidarité nationale, devrait interpeller la conscience collective et les autorités politiques en premier sur le danger permanent que court la populace abidjanaise en se déplaçant chaque jour à bord des autobus de la Sotra. Un parc automobile exigu, des véhicules vétustes et surexploités, et le tout couronné par l'incivisme des populations qui, au moindre coup de colère, généralement dû à des mobiles sociopolitiques, n'hésitent pas à s'en prendre aux quelques mastodontes dont dispose la Sotra pour s'attaquer, comme il le croit, au gouvernement. Une situation bien triste, d'autant plus qu'il est très fréquent de voir sur les routes de la capitale économique ivoirienne des autobus en panne s'immobiliser en pleine circulation, écroulés qu'ils sont par les surcharges que les conducteurs sont obligés de faire en vue de transporter le plus grand nombre. Sur les différents quais ou terminus, l'embarcation à bord de ces véhicules est édifiante. L'escalade des fenêtres des mastodontes reste jusqu'à présent l'un des meilleurs moyens pour se trouver une place relativement confortable ou même pour ne serait-ce qu'avoir la chance de faire partie du voyage. Dans ces conditions, il devient normal de s'attendre à une cascade d'accidents sur nos routes, car même si les Abidjanais n'avaient été jusqu'à ce vendredi noir que très peu témoins de ce genre de drame, la réalité semble bien prête à rattraper désormais leur quotidien avec cette cascade d'accidents qui s'est produite le même jour dans divers quartiers d'Abidjan, sauf que les autres cas n'ont causé aucune perte en vie humaine, même s'il y a eu plusieurs blessés. Espérons que la célérité avec laquelle les autorités gouvernementales ont réagi, avec en premier chef le président de la République, Alassane Ouattara, et le Premier ministre Guillaume Soro, puisse se poursuivre au-delà de l'instauration de 3 jours de deuil national et de l'enquête ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Verra-t-on encore les autobus de la Sotra, patrimoine de l'État ivoirien, servir à convoyer des militants lors de différentes campagnes politiques ? Continuera-t-on à casser les bus pour manifester sa colère contre les gouvernants? Une chose est sûre, avec ce qui vient de se produire, les autorités ivoiriennes devraient imposer une réglementation plus drastique dans l'usage des véhicules de la Sotra et songer sérieusement à inculquer un véritable esprit civique chez les populations parce que les tragédies de ce genre, la Côte d'Ivoire qui sort à peine d'une guerre, n'en avait vraiment pas besoin. Surtout qu'elle intervient à 48 heures de la célébration de la fête nationale.
Et à la suite de ce drame, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à compter de ce samedi 6 août et engagé l'ouverture d'une enquête devant faire la lumière sur les circonstances de cette tragédie. Par ailleurs, Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents du Rassemblement des oufouettistes et ancien chef d'État, a adressé ses condoléances aux familles éplorées et au président de la République Alassane Ouattara, dont il a relevé le sens élevé pour la vie humaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité nationale, mais avant de sortir du pays, rappelons que c'est demain que la Côte d'Ivoire célèbre le 51e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et puis, le journal Pro Gbagbo Le Temps a été suspendu pour 2 semaines par le Conseil national de la presse pour injure au chef de l'État. À l'étranger, le programme des Nations Unies pour l'environnement a publié jeudi un rapport alarmant sur l'état de pollution de la région pétrolifère de l'Ogoniland au Nigeria. Selon l'organisation internationale, il faudrait une durée de 25 à 30 ans pour parvenir à une dépollution totale de la région fortement affectée par les fuites d'hydrocarbures. Il faudra entre 25 et 30 ans pour nettoyer cette partie du Nigeria. La région de l'Ogoniland, polluée depuis 50 ans par les exploitants de pétrole, mais surtout une population sacrifiée, les scientifiques de l'ONU estiment que des dizaines de milliers de puits sont contaminés. À notre avis, un premier investissement d'1 milliard de dollars sera nécessaire pour commencer à nettoyer la couche supérieure du sol dans les 5 prochaines années. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a enquêté pendant 2 ans dans la zone. Une évaluation sans précédent alors que l'Ogoniland subit une marée noire depuis le début de l'exploitation du pétrole et Seychelles qui est principalement pointée du doigt. La population Ogoni se plaint de ces dégâts écologiques depuis de nombreuses années. Certains sont même venus à la violence. Ce rapport est désormais une reconnaissance de leur souffrance. Ça va nous aider non seulement à résoudre les problèmes des Ogoni, mais aussi à en savoir plus sur d'autres régions où l'exploitation et la production de pétrole ont été menées pendant la même période. Pour les ONG comme Amnesty International, le Nigeria est aussi en partie responsable de ces pollutions. Goodluck Jonathan a promis de rencontrer sous peu les sociétés qui exploitent le pétrole sur son territoire pour évoquer les suites de ce rapport. L'Union africaine a reporté ce jeudi 4 août sa conférence prévue le 9 août pour mobiliser des fonds en faveur des victimes de la famine qui frappe l'Est du continent. Cette conférence a été ajournée au 25 août prochain alors que le fléau est en train de s'étendre fatalement aux pays voisins dont l'Ouganda. Crise de la sécheresse, l'Union africaine reporte sa conférence. L'Union africaine a annoncé jeudi le report de plus de 2 semaines d'une conférence sur l'aide à la Corne de l'Afrique frappée par une très grave sécheresse. Initialement prévue le 9 août, elle est à présent fixée au 25 août à Addis Abeba. La conférence de l'Union africaine devrait réunir des chefs d'États africains, des représentants des blocs économiques régionaux et d'autres partenaires internationaux. La conférence vise à stimuler les dons sur le continent afin en priorité de combler les besoins de financement et de sensibiliser les leaders africains et la communauté internationale à une stratégie de moyen et long terme pour prévenir ces crises. À ce jour, l'Union africaine a débloqué 500 000 $ de fonds d'urgence. Les experts soulignent que les États africains doivent mettre plus de moyens dans la recherche agricole, dans la prévention des catastrophes et émettent la possibilité de créer un fonds d'intervention spécial. Toutes les fois où ces crises, ces catastrophes reviennent, la Corne de l'Afrique, les pays concernés, l'Afrique, sont pris au dépourvu. Là, il y a quand même des interrogations à se poser sur les politiques africaines, justement, de prévention des catastrophes naturelles et sur les politiques internes, justement. Mercredi, l'ONU a, elle, déclaré 3 nouvelles zones en état de famine en Somalie. Ces 3 régions sont le site de déplacés du corridor d'Afgoye, la communauté de déplacés de Mogadiscio et les districts de Balad et d'Adal dans le Moyen Chabelle. Hosni Moubarak, l'ex-président égyptien, comparaissait ce mercredi devant le tribunal du Caire pour assassinat de manifestants et corruption, mais l'audience de l'ancien Raïs, qui était retransmise en direct sur les télévisions égyptiennes, n'a pu aller à son terme du fait de l'état de santé délétère de l'ancien président. Les débats ont donc été reportés au 15 août prochain.
Le procès de l'ancien président égyptien et de ses 2 fils débuté mercredi au Caire reprendra le 15 août. Leur procès a été ajourné pour les raisons de santé de Hosni Moubarak. Le président du tribunal a ordonné que l'ancien Raïs, accusé de corruption et de meurtre, soit soigné près de la capitale afin de garantir sa présence au procès. Selon les spécialistes, cette tournure des événements ne surprend guère. C'est une question de procédure. Lui, ce n'était que les préliminaires pour signifier aux différents accusés les charges qui pèsent contre eux. Au niveau de la partie civile, il y a eu beaucoup de réclamations, beaucoup de revendications pour la défense, justement, le fait d'exciper de la maladie d'Hosni Moubarak pour dénoncer, d'une part, les vices de forme de son transfert de Sharm el-Sheikh au Caire, et 2, le fait de sa maladie pour demander tout simplement l'ajournement sine die du procès. Les Égyptiens ont pu suivre le procès très attendu en direct à la télévision et sur des écrans géants disposés près du tribunal. L'objectif est de rassurer le peuple sur la crédibilité de la procédure afin d'éviter les soulèvements populaires. Alors, on peut toujours craindre un nouveau soulèvement populaire, ça n'est pas exclu si le procès ne se tenait pas. Il y a eu déjà des affrontements, ce n'est qu'un prélude entre les partisans, les pro-Moubarak et les anti-Moubarak qui voudraient justement qu'il soit jugé en dépit de son très grand âge et puis de sa maladie. Le mouvement qui est né Place Tahrir il y a quelques temps depuis ne s'essouffle pas, ne s'estompe pas, puisque le mouvement est toujours vigilant et suit de très près ce qui se passe. Hosni Moubarak est le premier chef d'État arabe à comparaître en justice depuis le début de la vague de contestation qui a secoué le monde arabe. Début juillet, l'ancien président tunisien Ben Ali avait été condamné par contumace à 15 ans de prison pour possession de drogue et d'armes. Sur le continent américain, Haïti est à nouveau menacé d'un cataclysme. L'ouragan Emily s'approche progressivement des côtes de cette île des Caraïbes, de quoi faire craindre une amplification du drame humanitaire qui se vit dans le pays depuis le séisme de janvier 2010. La menace se fait de plus en plus lourde. À Port-au-Prince, on redoute les conséquences de la tempête Emily. Les travailleurs de l'aide humanitaire s'inquiètent du sort des centaines de milliers d'habitants des camps de fortune mis en place après le séisme de 2010. Nous avons de quoi subvenir aux besoins des habitants après la tempête, de quoi nourrir les 517 000 Haïtiens. Nous pourrons effectuer cette aide pendant 26 jours. Dans un quartier de Port-au-Prince, à Canapé Vert, on installe des sacs de sable pour protéger la population des éventuelles coulées de boue. Des protections bien insuffisantes pour assurer les habitants. Nous sommes ici depuis le 12 janvier 2010. 453 familles vivent ici dans ce camp. Nous avons un grand nombre de problèmes. L'ouragan est proche et nous n'avons rien pour aider le peuple. Pas de nourriture, pas d'eau potable. Les tentes ne sont pas en bon état, nous n'avons même pas de toilettes. Nous ne savons pas quoi faire. À côté d'Haïti, en République dominicaine, plus de 1500 personnes ont été évacuées de leur domicile. Comme son voisin, l'alerte maximale a été déclenchée par les autorités. Selon des experts américains, la tempête Emily pourrait provoquer de très fortes précipitations. On craint des glissements de terrain et la propagation de maladies. Enfin, en Syrie, le premier vendredi du mois de Ramadan a été marqué par des manifestations monstres dans plusieurs villes du pays, notamment dans la ville de Homs et dans un quartier près de Damas. Le bilan de ces manifestations s'élève à 14 morts et les protestataires entendent maintenir la pression jusqu'au départ du pouvoir de Bachar el-Assad. Une vidéo amateur d'une manifestation qui aurait été tournée à Hama la nuit dernière. Selon des témoins, un bombardement de l'armée syrienne a tué des dizaines de personnes dans cette ville mercredi. Alors que la révolte se poursuit, le président syrien a promulgué jeudi un décret autorisant le multipartisme. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, a rapidement réagi. Nous venons d'apprendre qu'un décret du président syrien venait d'autoriser le multipartisme. Je me demande s'il n'y a pas un peu d'ironie, voire de provocation dans cette décision, alors que dans le même temps, on continue à envoyer des chars contre les populations des villes les plus remuantes et les plus soucieuses de liberté.
La décision de Damas d'autoriser le multipartisme survient au lendemain de l'adoption par le Conseil de sécurité d'une déclaration condamnant les violences des droits de l'homme en Syrie. Une déclaration possède une valeur juridique moins importante qu'une résolution. Mais il faut dire qu'elle intervient après des semaines de blocage, car jusqu'ici la Russie et la Chine s'étaient opposées à toute condamnation de Damas. Le Conseil de sécurité va se réunir de nouveau dans une semaine au sujet de la Syrie. Selon Alain Juppé, il pourrait alors adopter un texte plus contraignant. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour une autre édition de l'actualité sur Ivoire TV. D'ici là, portez-vous bien. Restez connectés à Ivoire TV. Au revoir.